Vous informer est notre priorité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans un instant, le sommaire. Plus que quelques jours et le président de la République, Patrice Talon, fera 2 ans à la tête de la nation béninoise. Dans cette édition, vous suivrez Gérard Agbenonchi, député à l'Assemblée nationale qui apprécie les 2 années de gouvernance de Patrice Talon. Le Bénin est à nouveau éligible pour l'exportation du miel béninois sur le marché européen. Une bonne nouvelle pour les acteurs de cette filière qui partageront avec nous dans cette édition le processus de fabrication et de commercialisation de cette merveille de la nature. Winnie Madikizela Mandela, l'ancienne épouse de Nelson Mandela, surnommée la mère de la nation, est décédée ce lundi à l'âge de 81 ans à Johannesburg. Les moments forts qui ont marqué son existence dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Canet noir. Maurice Chabi, journaliste émérite avec un parcours exceptionnel, a attiré sa révérence en plongeant le monde des médias dans le deuil. Journaliste chroniqueur, il a marqué par sa plume son passage à Eouzou, le quotidien gouvernemental sur la Révolution. Il est également passé par le journal Les Échos du jour et à la presse du jour. Depuis l'annonce de son décès, plusieurs personnes témoignent de sa droiture intellectuelle et de sa capacité à résister aux propositions indécentes. Toute la rédaction de Zaï TV rend un hommage mérité à ce confrère hors pair et présente ses sincères condoléances à sa famille et ses amis. Dans 3 jours, le président de la République, Patrice Talon, bouclera 2 années à la tête de la nation béninoise. Entre réformes controversées et réformes salvatrices, porteuses d'avenir et d'espérance, les avis divergent. Je vous invite à suivre Gérard Agbenonchi, député à l'Assemblée nationale, qui apprécie les 2 années de gouvernance de Patrice Talon sur votre émission L'invité. Suivons-le. Ce que j'ai à retenir de 2 ans de gouvernance de Patrice Talon, c'est que le Bénin est résolument engagé sur le sentier des réformes structurelles qui puissent permettre que le développement de ce pays soit désormais une réalité. Parce que vous savez que nous avons piloté notre État au pifomètre. Nous l'avons piloté sur la base de procédures qui toutefois toujours ne donnent pas les résultats qu'il faut. Vous savez que dans plusieurs domaines de notre économie, il y a le laisser-aller. Nous avons de mauvaises pratiques dans notre administration. Nous paraissons, ne travaillons pas. Ceux qui sont compétents ne se donnent pas à fond. Et donc, tout cela influe négativement sur notre économie. La corruption a gangréné tout l'appareil étatique, l'administration étatique. Donc tout cela, sur la base d'un diagnostic clair qui a permis au candidat Patrice Talon alors de concocter son programme de gouvernance, une fois au pouvoir, je constate avec bonheur qu'il est en train de joindre le geste à la parole, il joint l'acte à la parole et a amorcé véritablement le chantier des réformes. Et je puis dire que moi, qui vous parle, j'adhère entièrement à ces réformes parce que je sais que le salut du Bénin passe par ces réformes. Mais les populations ne comprennent pas ces réformes-là. Vous avez une base certainement. Vous voyez que parfois c'est quand même compliqué pour les populations de comprendre qu'il y a des déguerpissements, qu'il y a des personnes qui les entraidaient, disons des choses par leur nom, qui sont peut-être arrêtées, qui sont du côté des prisons. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça? Oui, les populations ne comprennent pas. La nature humaine a horreur du changement. Vous savez, on ne va pas les incriminer, mais on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. On ne peut pas réformer sans dénaturer d'abord. C'est ce qui se passe. Mais je suis sûr qu'au bout du rouleau, ces mêmes populations, lorsque les produits, les fruits, les résultats de toutes les réformes qui sont donc engrangées actuellement vont commencer à sortir, c'est les mêmes populations qui vont donc commencer à acclamer pour dire « Ah, que nous ne savions pas ». Et je pense, moi, je suis convaincu que d'ici peu, les populations vont commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'on a déguerpi. Parce que vous aurez appris que le ministre chargé du cas de vie a réuni avant-hier ou avant-hier tous les maires des communes qui sont concernées par les projets
asphaltage pour leur expliquer que les financements déjà sont mobilisés à hauteur de 309 milliards déjà, que les études sont finalisées et que très bientôt, disons en juillet, que tous les travaux d'asphaltage vont commencer dans toutes les mairies qui sont donc ciblées pour le grand bonheur des populations. Et les élus locaux, les maires ont été invités à pouvoir donc faire libérer toutes les emprises d'ici à fin mai. Donc lorsque tous ces projets vont commencer, je suis sûr que vous et moi, nous allons applaudir le gouvernement. Restons toujours avec l'honorable député Agbenonchi. Lors de son passage dans l'émission L'invité, il a également effectué un bilan à quelques jours de la fin du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP entamé il y a 5 mois. J'ai pu vous dire que globalement, l'opération RAVIP se déroule très bien. À 1 mois de la fin, nous sommes aujourd'hui à un taux national d'enrôlement qui est autour de 85%. 85%, mais dans certaines localités, certains arrondissements, il y en a qui sont déjà à 90-95%, mais c'est quand on agrège tout cela qu'on est autour de 85%. L'opération a commencé timidement et elle a commencé à prendre au fur et à mesure. Est-ce que vous y arrivez de sillonner certaines localités, comme par exemple la vôtre, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment la mobilisation a été faite? Non, la mobilisation, au départ, vous savez que les élus locaux ont été impliqués, les maires et leurs adjoints, les conseillers d'arrondissement, les chefs d'arrondissement, les conseillers de village, eux tous, ils ont été impliqués dans cette opération. Et c'est eux qui sont chargés prioritairement de la mobilisation. Et l'opération a mis à leur disposition des moyens pour pouvoir donc impliquer les gongonneurs. Et c'est comme ça que cela se passe partout. C'est pour cela que vous allez constater que les populations sont largement informées et sont acquises à la cause donc de l'opération RAVIP. En dehors de cela, nous-mêmes qui sommes de la Commission nationale de supervision, tous les députés presque descendent dans leurs fiefs respectifs et vous avez dû constater que plusieurs autorités aussi, les membres du gouvernement, sont associés aussi et descendent dans leurs départements respectifs, dans leurs communes pour aller donc demander aux populations de sortir pour s'enrôler. Et c'est ce qui fait donc la réussite de cette opération. C'est pour cela que je vous ai dit, vous avez vu les statistiques, nous sommes autour de 85%. Si à la fin donc, de l'opération, il reste 1 mois, nous pouvons nous trouver autour de 90% d'enrôlés, alors qu'au départ, nous avions tablé sur un pourcentage cible de 70%. Vous savez que l'opération est dénommée recensement initial à vocation d'identification de la population. Cela voudra dire quand on va finir cette phase initiale, on aura donc le fichier au plan national et tout cela sera, le registre de la population sera déposé au niveau donc des communes, le matériel aussi sera redéployé au niveau de chaque commune et l'enregistrement, l'enrôlement des populations va se poursuivre normalement au niveau donc des communes. Donc c'est cela. Si le recensement initial a pu atteindre un pourcentage, peut atteindre un pourcentage de 90% pour moi, c'est une réussite totale étant donné qu'au départ nous tablions sur au moins 70%. Les organismes génétiquement modifiés sont des êtres artificiels qui envahissent les champs, la vie et les assiettes. Ils apportent des thématiques à polémique. Les participants au 2e cours régional Afrique francophone sur l'agroécologie reviennent sur les spécificités des OGM. On va dire scientifiquement, c'est un organisme vivant, donc il peut être n'importe lequel, micro-organisme animal, végétal, qui a subi une modification non naturelle de ses caractéristiques génétiques propres par addition, suppression ou remplacement d'au moins un gène. Alors, souvent, quand on dit les OGM, c'est rien, après tout, nous sommes tous des OGM. C'est vrai. Vous pourriez avoir 1000 frères et sœurs, il n'y en a pas un qui sera comme vous, du point de vue patrimoine génétique. D'accord? Mais quand même, ce sont des sélections naturelles. Vous êtes issus d'une fécondation entre 2 êtres humains, pas entre une grenouille et un champignon. D'accord? Enfin, je caricature, mais c'est quand même ça. Et bien sûr qu'il va y avoir des brassages génétiques aléatoires quand vous allez être au stade de l'œuf et que vous allez être formé.
Donc ça, c'est vrai que même si nos mamans pouvaient faire 1000 enfants, on n'aurait pas le même patrimoine génétique. Et même on le voit dans les plantes, hein, quand on parle de variété, si je compare le patrimoine génétique d'une variété de blé dans la même parcelle, je vais trouver des différences. En revanche, de fabriquer des médicaments, comme ça a été même expérimenté en France, où un maïs était planté à titre expérimental pour fabriquer de la lipase gastrique qui servait à soulager les enfants atteints de mucoviscidose, c'est-à-dire qui est présenté sous un angle extrêmement humanitaire et positif. Ces essais ont été abandonnés, tout simplement parce que on sait très bien qu'il y aurait des mélanges, c'est-à-dire que petit à petit, la population consommerait, qu'elle le veuille ou non, des médicaments. C'est pour cela que ces essais avaient été détruits par les faucheurs volontaires, provoquer le fait que nos champs, en France et ailleurs dans le monde, deviennent des sortes d'armoires à pharmacie. On sait et on nous dit suffisamment, lorsque nous sommes des parents, qu'il faut protéger nos armoires à pharmacie, les fermer à clé pour éviter que par accident les enfants consomment des médicaments. Il paraissait totalement aberrant de faire fabriquer dans les champs des médicaments par des plantes qui fatalement termineraient dans nos assiettes. Le miel est une substance sucrée fabriquée par des abeilles à l'aide de nectar des fleurs. Composé à 80% de glucides, c'est un aliment riche en énergie et relativement pur. La commercialisation de cette pure merveille de la nature nécessite des règles spécifiques. Le Bénin, qui n'était plus éligible sur la liste des pays non européens autorisés à exporter des animaux et des produits d'origine animale, dont le miel, dans l'espace communautaire européen, se voit autorisé à reprendre les marchés d'outre-mer. Reportage. Substance sucrée de couleur blonde produite par les abeilles, le miel est une pure merveille naturelle qui, au fil des générations, aiguise nos papilles gustatives. C'est un produit utilisé également pour des soins cosmétiques. Ses vertus ne sont plus à prouver et le miel n'a pas fini de livrer ses secrets. Du nord au sud du Bénin, cette substance est très prisée par les populations pour ses vertus. Le processus qui permet de le retrouver sur le marché est long et très complexe. Nous avons une ferme au nord où nous récoltons le miel et que nous rassemblons et nous collectons. Nous envoyons ça au sud, vers le sud qui est, comme c'est une grande agglomération, et nous avons plus la clientèle ici que le nord. Donc nous les acheminons vers le sud de notre pays à travers un magasin où nous stockons la marchandise et nous préparons, c'est-à-dire nous mettons ça dans des emballages que nous livrons à nos grossistes. L'hygiène est plus importante. Nous sommes accompagnés par des structures étatiques, c'est-à-dire la BSSA. Et avant la BSSA, il y avait la DANA qu'on avait sollicité. Et en plus de cela, nos produits, et on avait aussi envoyé nos produits en France à travers un laboratoire qui nous suit aussi. Plusieurs variétés de miel se retrouvent sur les étalages, dans les supermarchés, pharmacies et même lors des grandes foires qui valorisent les richesses naturelles du Bénin. Des emballages allant du simple au sophistiqué sont proposés pour le conditionnement du miel. Qu'il soit vendu frais ou sous emballage sophistiqué, le miel est générateur de revenus et peut fournir des moyens d'existence à celui qui s'adonne à son commerce. Malgré les difficultés qui se sont accentuées à cause de la crise dans le secteur pharmaceutique, les acteurs du secteur ne désespèrent pas. C'est vrai que nous sommes en crise parce que nos gros clients sont les grossistes pharmaceutiques qui sont actuellement en difficulté un peu avec le gouvernement à travers les normes que le gouvernement veut. J'espère que d'ici à là, la crise va être réglée afin que nous puissions vraiment d'abord
être rassuré sur le plan national afin qu'on puisse viser l'international. Une porte s'est fermée et une autre porte s'est ouverte. Les pharmacies ont quelques soucis en ce moment. Nonobstant, si les pharmacies ne veulent pas vendre du miel, il y a nous sommes là pour proposer du miel aux consommateurs. Aujourd'hui, conformément au principe du marketing, il faut avoir le marché avant de produire. Si nous n'avons pas le marché et qu'on se met à produire, on marche sur la tête. Quand demain, la demande qui va naître de cette autorisation, je suppose, j'espère, je souhaite, va nous imposer de produire davantage, je suis sûr, je peux vous rassurer que tout le monde voulant gagner de l'argent, il y aura beaucoup plus d'apiculteurs. Les apiculteurs que nous avons aujourd'hui vont davantage améliorer leur capacité de production pour répondre à la nouvelle donne. La décision du Conseil des ministres du mercredi 28 mars 2018 relative aux opportunités d'exportation du miel du Bénin sur le marché européen vient conforter les promoteurs à divers niveaux dans leur lutte pour que le miel béninois soit commercialisé au-delà de nos frontières. Troisièmement, les opportunités d'exportation du miel du Bénin sur le marché européen. C'est un nouveau vent qui souffle en faveur des apiculteurs et de tous ceux qui, à divers niveaux, commercialisent du bon miel béninois. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, Winnie Madikizela Mandela, l'ancienne épouse de Nelson Mandela, surnommée la mère de la nation, est décédée ce lundi à l'âge de 81 ans à Johannesburg. Elle était la seconde épouse de l'ancien président sud-africain et était une femme politique très engagée, militant au sein de l'ANC, aux côtés de son mari et sans relâche durant les 27 ans de prison de celui-ci. Le couple a été le symbole de la lutte anti-apartheid jusqu'à leur divorce. Suivez plutôt. Né Nozamo Winifred Zaiwe Madikizela, Winnie Mandela est né dans le village de Bizana, dans la région de Pondoland. Son père Kokani Columbus Madikizela était un instituteur d'ethnie Kozas, issu du clan Pondoland. Sa mère Nomata Sanga, Gertrude Mzedum, première femme enseignante dans le district de Bizana, restera toutefois mère au foyer pour donner naissance à ses 6 enfants, dont Winnie était l'avant-dernière. Winnie Mandela a été de 1957 à 1996 la deuxième épouse de feu Nelson Mandela, ancien président sud-africain avec qui elle a eu 2 enfants, dont Zenziwa et Zenani Mandela. Elle a travaillé dans l'administration du Bantoustan, puis s'établit à Johannesburg, dans le Transvaal. Elle passe un diplôme de travailleur social à l'école Jan Hofer de Johannesburg et plusieurs années plus tard obtiendra une licence de relations internationales de l'université de Witwatersrand. Épouse de Nelson Mandela, elle émerge rapidement comme une icône de la lutte anti-apartheid durant les longues années de prison de son mari. Elle est assignée durant cette période en résidence dans la ville de Banford et n'est autorisée à rencontrer son mari que 2 fois par an à la prison de Robben Island. Surnommée mère de la nation, le discours de Winnie Mandela évolue vers la radicalisation, sa réputation est endommagée quand elle endosse le slogan « Un Boer, une balle », mais surtout que dans un discours du 13 avril 1985 à Museville, elle justifie le supplice du pneu enflammé autour du cou traite noire avec nos boîtes d'allumettes et nos pneus enflammés, nous libérerons ce pays. Après la libération de son mari en 1990, le couple divorça en mars 1996 et Nelson Mandela déclarait « J'ai été l'homme le plus seul qui soit ». Après son divorce, Winnie Mandela prend alors le nom de Madikizela Mandela. Elle a présidé de 1993 à 1997 la Ligue des femmes de l'ANC où elle prend part au premier gouvernement post-apartheid de son mari en tant que vice-ministre des Arts, de la Culture, de la Science et des Technologies. C'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com. Bonsoir.